rapporteur. Non, moi c'était juste sur le Grenelle de l'environnement que je voulais revenir quand même sur le... Je trouve une contradiction dans ce que vous dites quand vous dites qu'on s'est éloigné du système. Le Grenelle de l'environnement, il avait dit pollueur-payeur. Et quand on fait payer les chargeurs, c'est le donneur d'ordre. C'est l'application quand même de pollueur-payeur. Voilà. C'est la seule chose que sur laquelle je voulais revenir. Mais sinon, Madame le rapporteur. Oui, j'ai entendu que vous aviez pointé un certain nombre de responsabilités diverses dans la non-acceptabilité aujourd'hui de l'écotaxe et donc dans la suspension de l'écotaxe, qui est sans effet direct en tout cas sur le contrat, puisque c'était initialement pas prévu. Vous avez pointé le calendrier, vous avez pointé aussi les préjudices pour l'État et pas seulement les préjudices pour Ecomove, etc. Donc tout ça, me semble-t-il, sont des arguments qui seraient des arguments de négociation à faire valoir auprès d'Ecomove. Donc, dois-je en conclure qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt sur une posture de sortie de crise, entre guillemets, en négociant avec Ecomove un certain nombre d'avenants, appelons ça comme ça pour prendre un terme très, très vague, au contrat, prenant en compte les responsabilités diverses et variées des uns ou des autres, et non pas une sortie complète de l'écotaxe, par exemple, via une vignette ou via une suppression pure et dure, etc., mais d'être plutôt maintenir le principe, et de voir comment on l'amende ou comment on modifie le contrat, une fois de plus, en tenant compte de l'ensemble des éléments et d'autres sans doute que vous avez cités. Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. Là, j'ai signé le principe d'une conciliation qui faisait suite donc à la dénonciation par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mais je n'ai pas désigné le conciliateur. Parce que je souhaite lui donner des instructions très précises à partir des résultats de votre commission d'enquête. Je ne vais pas, parallèlement à la commission d'enquête, demander au conciliateur d'examiner tel point, si, grâce à vos travaux, on voit émerger un certain nombre de points sur lesquels... Il est désigné, c'est le mandat qu'il n'a pas donné. C'est le mandat, pardon. Je pense que Pierre-François Racine est désigné. Et Ecomove va désigner le sien. C'est le mandat, pardon. C'est le mandat qu'on a remis à ma signature. D'accord. Sur le mandat précis, pardon. Et donc, parce que j'attendais les conclusions donc, de votre commission d'enquête. C'est nous donner une grande importance. Avec, selon vous, vous avez aussi d'ailleurs pointé, c'est même plus une transition, c'est presque une opposition dans l'opinion qui s'est faite entre le grand consensus du Grenelle de l'environnement et sur le principe de l'écotaxe et puis le refus aujourd'hui assez catégorique, en tout cas dans certaines zones de la France. Donc, selon vous, est-ce que cette taxe est bien comprise comme une taxe écologique ou est-ce que c'est devenu un peu une taxe douanière ou est-ce que c'est une taxe qui cumule un petit peu les inconvénients de ces deux types de fiscalité, à savoir alors qu'elles auraient pourtant des principes différents entre la taxe incitative, le taux, l'assiette, etc., etc. Donc finalement, cette écotaxe aujourd'hui, elle est quoi ? D'abord, je crois que le terme taxe soulèvera, ou le retour même du mot écotaxe soulèvera les mêmes oppositions, même parfois plus violentes, puisque comme je l'ai montré à partir de l'exemple breton, c'est finalement un impôt généralisé de 3,7%. Donc on est très loin de la redevance, on est très loin du péage routier. Donc il me semblerait qu'il faut réfléchir sur une logique de péage routier, comme il y a un péage des autoroutes pour emprunter les autoroutes, il faudrait donc un péage des routes qui ne sont pas payantes, et notamment pour les transporteurs, non pas étrangers, mais venus de l'étranger, c'est-à-dire qui sont effectivement majoritairement des constructeurs étrangers, donc pour les constructeurs qui passent les frontières, qui prennent les routes, qui traversent la France en transit et donc qui ne payent rien, qui ne payent même pas la TIPP parce qu'on connaît les pratiques de plein fait en Bretagne, on traverse tout, et de plein fait en Espagne. Il y a donc là un vrai problème, c'est-à-dire que ces transporteurs ne contribuent absolument pas à l'entretien des infrastructures routières, ou très peu. Donc, en tout cas, ceux qui ne font cela ne contribuent pas. Donc, la première question est de savoir si on peut trouver un système
qui permet de faire un péage, non pas une écotaxe générale et massive, mais un péage pour les transporteurs qui transiteraient à travers le pays afin qu'ils contribuent aux infrastructures. La deuxième chose, c'est est-ce que le dispositif financier et technique tel qu'il est là peut être mis d'aplomb? C'est très compliqué, vu l'ensemble des démonstrations, des éléments que j'ai donnés tout à l'heure. C'est quand même très compliqué. Et en plus, il y a une déperdition de rendement qui n'est pas acceptée, enfin, qui paraît quand même difficilement compréhensible dans un contexte de restriction de la dépense publique. Même si c'est 250-300 millions d'euros par an, c'est quand même disproportionné par rapport aux besoins d'infrastructures. Oui, dans ce coup, justement, le contrôle et les exigences de l'État, vous avez cité par exemple tout à l'heure le taux de recouvrement de 99,75%, ont pesé un poids assez lourd. Donc comment voyez-vous aujourd'hui ce poids de l'État en termes d'exigences de contrôle, de taux de recouvrement, enfin exigences fiscales Oui, parce que le taux de 99%, c'était pas Ecomove qui avait décidé, c'est l'État, les douanes pour leur part, les cités qui avaient imposé ce niveau de recouvrement, donc qui est du reste bien supérieur à celui qui a été demandé en Allemagne, par exemple. Hein, voilà. C'était un taux très élevé. Mais c'est pas Ecomove. Hein. Ecomove ne faisait que répondre à un cahier des charges dans lequel on l'obligeait à ce taux. Oui, ils ont répondu au cahier des charges, donc ils se sont déclarés quand même disponibles et compétents pour assurer ce taux de recouvrement. Ils ne peuvent pas choisir après géométrie variable. C'est vrai. Ce sur quoi ils ont accepté sans discuter, puis ceux qui sont capables de faire. Ça, c'est l'équilibre et le contenu du contrat. Oui, mais puisqu'on est justement aujourd'hui en train de parler de revoir ce contrat éventuellement, ou en tout cas d'y faire des avenants ou de modifier des choses, c'est une des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce que vous envisagez éventuellement à ce que certaines exigences de l'État soient revues un petit peu à la baisse pour rendre aussi le système plus acceptable et peut-être moins coûteux aussi et tout aussi efficace dans l'aspect incitatif. Il y a forcément des arbitrages politiques, me semble-t-il, à avoir de façon à bien redéfinir un peu plus à cette taxe ses objectifs. Est-ce que c'est une taxe douanière ou est-ce que c'est une taxe écologique ? Donc, est-ce que ce genre de réflexion est aujourd'hui envisagé? Non, pour l'instant non, parce que je considère que l'État est quand même subit le principal préjudice de tout ce dispositif. Les collectivités territoriales qui attendent des travaux également. Donc je ne vois pas comment l'État pourrait abaisser ses exigences, parce que sinon ça remet en cause alors la crédibilité et la concurrence qui a eu lieu au moment de l'attribution du marché, du contrat. Donc l'État ne peut absolument pas unilatéralement abaisser ses exigences. Ou alors ça voudrait dire qu'il reprend le contrôle de l'ensemble du dispositif. Mais la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps on peut rester comme ça? Voilà. Parce que c'est une bonne question. Quand même, on peut se poser cette question parce que quand même Ecomove a demandé la mise à disposition. Hein, l'État avait 2 mois pour répondre, c'était avant votre désignation. Hein, mais l'État avait jusqu'au 20 mars, quelque chose comme ça, pour répondre sur la mise à disposition. Et aujourd'hui, on est dans une situation, j'allais dire, presque pré-contentieuse quand même. Hein. Voilà, nous, on a vu à huis clos les banques, on a vu Ecomove, on a vu les représentants des ministères. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas rester quand même comme ça dans une situation... voilà, donc est-ce que... Moi, j'ai envie de vous demander quand même, est-ce que vous avez chiffré à combien vous estimez le coût pour l'État de la suspension? Certes, la perte de recettes, ça, bien sûr, mais est-ce que vous avez chiffré, au-delà de la perte de recettes, le coût pour l'État de la suspension de l'écotaxe? Parce que...
Le dédommagement, l'application du contrat. Moi, je l'appellerais application du contrat, parce que quand on suspend l'écotaxe, le contrat, lui, n'est pas suspendu. Il se poursuit. Et donc, il y a des clauses d'échéance, résiliation pour faute, résiliation pour intérêt général, etc. Pénalité de retard, etc. Donc ça, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si l'État, quand même, a estimé ce coût. Et ce coût, on a un peu de quelques idées, mais c'est la conciliation qui va permettre ça, en intégrant dans la conciliation le préjudice de l'État. Parce qu'il y a eu quand même un problème d'opérationnalité de la part de l'entreprise, de délais qui n'ont pas été respectés, de conformité à la loi, au principe de la Commission nationale informatique et liberté. Donc il y a quand même un certain nombre de problèmes qui ont été un peu occultés quand même par l'entreprise, sans doute, bon, c'est de bonne guerre pour obtenir le contrat, mais cette entreprise devra aussi rendre des comptes dans le cadre de la conciliation, et puisque tous ces atermoiements et tous ces délais et tous ces dysfonctionnements, sans parler de la sous-estimation de la réaction populaire, comme j'ai évoqué tout à l'heure, du minimum de correction vis-à-vis des élus locaux. C'est quand même la moindre des choses que l'entreprise qui installe une infrastructure de ce type prenne contact avec les maires. Donc tout cela a fait aussi que dans la façon même de se comporter de l'entreprise, il y a eu un préjudice très important puisque ça a retardé le dispositif. Donc moi, ma question, c'est un peu au nom de la commission, si vous voulez, c'est que nous, notre commission d'enquête, elle doit remettre impérativement, comme vous le savez, son rapport le 27 mai, puisque nous, on a des délais contraints de 6 mois. Donc est-ce que je dois comprendre que le mandat ne sera pas remis au conciliateur à cette date et que nous serons donc dans une situation probablement toujours d'attente, parce vous avez bien compris. On n'a même Moi, je n'ai pas donné de mandat au conciliateur, ouais. Alors que vous êtes en train de travailler. Mais probablement, donc au 27 mai, il n'y aura pas eu d'accord. Et vous pensez que les banques vont rester comme ça, sans exiger quoi que ce soit? À ce moment-là, on rentrera dans une négociation, dans un contentieux. Mais si on rentre dans un contentieux, moi, je ferai valoir le préjudice de l'État. Parce qu'on parle toujours du préjudice de l'entreprise, jamais du préjudice de l'intérêt général, préjudice de nous tous, des défenseurs de l'intérêt général et des défenseurs de l'État. Donc s'il y a un contentieux, on ira au contentieux. Donc je termine sur le conciliateur. Je ne suis pas sûre que l'entreprise sera en position de force dans un contentieux. Chaque partie a désigné son conciliateur et les 2 conciliateurs devaient en désigner un 3e. Oui. Ce 3e a été désigné? Il n'a pas été désigné encore. Voilà. Parce que, voilà, pour tout vous dire, Madame la Ministre, ce qui n'était pas très clair, c'est de savoir si nous sommes vraiment dans une période de conciliation ou si c'est encore une période de négociation, parce qu'on comprend bien que tout le monde a peut-être intérêt à négocier. L'État a certainement intérêt à négocier, mais Ecomouv aussi. Donc, voilà, notre question, c'est de savoir, parce que nous, on va être obligés d'arrêter nos travaux sous peu, et je pense qu'on n'aura pas, donc, les réponses à cette question. Est-ce qu'on est vraiment dans la conciliation ou est-ce qu'on n'y est pas? On est dans de bonnes dispositions dans la mesure où nous avons désigné un conciliateur, que le conciliateur des conciliateurs, c'est M. Laptoul. Donc ils peuvent commencer à se parler. Ah ben voilà, très bien, très bien. Ils peuvent toujours se parler, mais le mandat précis que je dois donner au conciliateur, il n'est pas donné. D'accord. Voilà, ils peuvent toujours se parler. Et la mise à disposition n'est toujours pas actée par le gouvernement. Mise à disposition matérielle. Parce qu'en fait, la demande, elle a été faite au mois de janvier. Ça fait partie de la conciliation. Ça fait partie de la conciliation. Ça ne toujours pas prononcé. D'accord. C'est ce qui nous avait été dit, d'ailleurs, à la dernière, à l'audition qu'on avait eue. Il faudra examiner d'autres solutions techniques. Si Madame le rapporteur accepte que je donne un peu des questions à nos collègues, Monsieur Teston a demandé la parole. Pardon-moi. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous poser 2 questions que je vais formuler le plus succinctement possible. D'abord, dans la perspective de la mise en place de l'écotaxe poids lourd, le gouvernement Fillon a, semble-t-il, fixé la taxe à l'essieu au niveau minimum, ce qui constitue depuis lors une importante perte de recettes pour l'État. Pouvez-vous confirmer si effectivement tel est bien le cas? Et la deuxième question, vous avez évoqué la question de la taxation des poids lourds venus de l'étranger, j'ai bien noté, qui circulent en France. Et quand on
analyse la situation, on constate que les transporteurs français paient la TIPP. Alors, ma question est la suivante. Serait-il possible de mettre en place un dispositif permettant de compenser le fait que les transporteurs venus de l'étranger ne paient pas la TIPP? Qui, vous le savez, peut s'établir, mais dans des conditions extrêmement strictes. C'est toutes ces investigations-là qu'il faudrait faire. L'Eurovignette, qui d'ailleurs est adoptée par certains pays européens, n'est possible que si il n'y a pas d'autres péages d'usage d'infrastructures. Par exemple, l'Allemagne, puisque les autoroutes sont gratuites. Nous, le problème, c'est que comme on a à la fois des autoroutes payantes et des routes nationales qui ne sont pas payantes, l'idée quand même, c'était qu'une partie de ces camions prennent les autoroutes, qu'on puisse quand même négocier l'Eurovignette pour les camions qui n'allaient pas prendre les autoroutes, puisqu'ils utilisent une infrastructure non payante, et qu'une incitation soit donnée aux camions, pas à tous les camions, parce qu'on aurait aussi une saturation des autoroutes, donc il faut aussi un équilibre des flux de camions, d'où la difficulté, que si une partie des camions, du coup, payés, alors qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui les autoroutes, étaient contraints de prendre les autoroutes, sous un certain nombre de conditions, en régulant bien le flux général, etc., à ce moment-là, on aurait une augmentation du chiffre d'affaires des autoroutes, et donc, pourquoi pas, un reversement de ce chiffre d'affaires, plus une négociation complémentaire pour que une partie des résultats des autoroutes soit consacrée aux équipements des infrastructures. Alors, je vais donner la parole à M. Doligé, s'il veut bien, et ensuite à d'autres collègues. Et je vous demanderai de répondre à toutes les questions, parce qu'ils sont très nombreux à vouloir vous interroger. Hein, voilà, donc je vais donner. Je n'ai pas forcément réponse à tout, hein, parce qu'il y a des. Mais si, on l'espère. Madame la ministre, Madame la Présidente, pardon. D'abord, juste peut-être un petit complément d'information, si vous le permettez. Vous avez parlé tout à l'heure de la sensibilité de l'opinion et des maires qui n'étaient pas prévenus. Je dois vous dire que ce n'était pas dans le cas de mon secteur géographique et que là où les portiques ont été installés, que les maires ont été largement prévenus, avaient reçu les plans, avaient eu des demandes d'autorisation d'implantation et que nous avons eu des longues négociations pour les emplacements à mettre dans leur commune avec les maires et avec la société Ecomove. Donc, je pourrais vous donner les noms, les adresses, les communes, etc. Donc, ça s'est très bien passé, en tout cas, dans notre secteur géographique. Mais peut-être que oui, ce n'est pas le cas partout. Oui, d'accord. Tant mieux, enfin, d'ailleurs. Comme vous avez témoigné, je témoigne dans mon secteur, oui, bien sûr. Où ça s'est très, très bien passé. Ça a pris du temps, mais ça s'est particulièrement bien placé. Je lisais un compte-rendu d'une réunion qu'a eu Xavier Belin avec le Premier ministre, et ils ont évoqué le sujet. Donc, Xavier Belin, président de la FNSEA, et M. Emmanuel Valls a dit, quant à l'écotaxe, il a indiqué, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, le système précédent serait complètement abandonné. Et que Ségolène Royal, Madame Ségolène Royal, bon, dans l'article c'est un peu rapide, était en train d'ouvrir une réflexion sur une remise à plat du dispositif. Donc mes questions vont être un peu par rapport à cette annonce du Premier ministre. D'abord, confirmez-vous l'abandon complet, puisqu'il est dit dans l'article, entre guillemets, que le système était totalement abandonné. En quoi consiste la remise à plat? Y a-t-il un délai? Parce que ce que l'on souhaite tous, c'est que, bien sûr, il y ait une sortie de ce dossier. Et mon inquiétude, comme celle de beaucoup, et la vôtre certainement, est de voir que ce dossier traîne et depuis longtemps, avec des coûts, bien évidemment. Donc, on a parlé de la vignette, vous avez parlé de la vignette, maintenant vous parlez de péage. Nous aimerions savoir comment on peut sortir de cette situation, puisque vous avez parlé des responsabilités. Alors, effectivement, il y a des négociations qui s'engagent avec une conciliation, mais des responsabilités, à mon avis, dans une négociation, elles seront partagées, alors plus ou moins d'un côté que de l'autre, bien évidemment, mais elles seront partagées, et derrière, il y a des interlocuteurs qui sont directement concernés. Vous l'avez dit tout à l'heure, les collectivités. Et les collectivités, vous avez dit, pour les travaux qui ne sont pas réalisés. Je voudrais vous rappeler également que les collectivités étaient bénéficiaires de recettes. Donc il faut penser que dans les difficultés que rencontrent les collectivités, ce n'est pas seulement les travaux non réalisés, mais ce sont les recettes, ce qui est également quelque chose d'important.
Voilà globalement ce que je souhaitais vous poser. Par contre, sur le problème de la taxe, simplement là aussi une petite précision. Vous nous avez dit la taxe, il faudra changer le mot en péage ou autre chose. Je vous rappelle que quand on a eu l'autorisation d'augmenter les droits de mutation, qui est une taxe, on nous a dit qu'une taxe, c'était pas grave, c'était pas un impôt. Donc finalement, on pouvait très bien appeler une taxe une participation financière. Enfin, je pourrais vous citer des interventions du précédent gouvernement quand il nous a permis d'augmenter les DMTO, que c'était pas grave parce que c'était qu'une taxe. Donc simplement entre la taxe, l'impôt et le péage, bon, je crois que c'est un sujet qui peut faire partie de pas mal de discussions. Allez, je Mais donne la ce qui parole. m'intéresse, c'est Oui. est-ce qu'on abandonne ou pas? François Grosdidier. On ne va pas être dans le temps contraint, on ne va pas y arriver. Il y a beaucoup de monde qui vous demande à vous interroger. Eh bien, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, donc moi aussi j'aurais voulu savoir en quoi consistait une remise à plat. Une remise en cause, je sais ce que c'est. Une remise à plat, on ne comprend pas. Si encore le dispositif était en vigueur et qu'on décide au bout d'un certain temps de regarder ses qualités et ses défauts et de faire des ajustements, comme on a le terme de remise à plat, mais là, j'aurais voulu que vous explicitiez ce point. Ensuite, effectivement, cela a été compris et interprété comme un abandon général. Alors, j'ai noté beaucoup de contradictions dans vos propos. D'abord, les contradictions sur les délais. On parle à la fois de retard et de précipitation. En fait, quand on l'a fait dans cette commission et qu'on voit comment a pu être appréhendé à la fois par les partenaires privés et par les services de l'État ce dossier, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments de complexité, il y a des retards négociés et en même temps, tout le monde était assez pressé que le projet aboutisse. Et quand vous attribuez au caractère très précipité du dernier décret les émeutes en Bretagne, je crois que des observateurs très neutres ont quand même considéré que ces émeutes étaient provoquées par un ras-le-bol fiscal, cette taxe s'ajoutant en fait à beaucoup d'autres, et non pas par le dossier de l'écotaxe lui-même, qui avait été très fortement négocié, à la fois avec la FNTR et à la fois avec les représentants de Bretagne. Ensuite, j'aurais voulu savoir ce qu'est pour vous, compte tenu de vos dernières déclarations, un dispositif incitatif ou un dispositif punitif. Parce que je croyais jusqu'à présent qu'on était dans le punitif, en matière d'environnement comme ailleurs, quand on posait une réglementation, des interdictions, et que si celle-ci était violée, qu'on sanctionnait. Or, le principe même de l'écofiscalité, c'est l'incitation. Et là, je ne comprends pas non plus votre réflexion sur votre étonnement plutôt sur le fait que ce soit répercuté sur les chargeurs. C'est que le propre de l'écofiscalité est d'intégrer les coûts environnementaux dans le prix de revient, donc dans le prix de vente, justement pour que, par exemple, la viande qui vient d'animaux élevés en Bretagne puisse finalement n'arriver pas plus cher dans le rayon d'hypermarché en étant traitée en Bretagne jusqu'au conditionnement, plutôt que, comme c'est le cas aujourd'hui, d'être transportés, les animaux sont transportés vivants de Bretagne en Allemagne, où ils sont abattus, où les carcasses redescendent parfois en Europe du Sud pour être transformées en épicerie fine espagnole ou italienne et revenir dans nos hypermarchés. Et lorsque les camions descendent, ils évitent soigneusement l'Allemagne et la Suisse qui taxent justement le transport et non pas le travail, et utilisent quoi? Nos autoroutes et nos routes nationales et départementales en Moselle, en Alsace, sur le Sillon, sur la Saône, sur le Rhône, et où souvent en ayant fait le plein au Luxembourg ou en Allemagne, en polluant notre air, en abîmant nos routes et sans rien payer. Or, la suspension du dispositif continue au préjudice de ces régions frontalières, mais aussi au préjudice de la Bretagne, parce que c'est quand même assez curieux que la réponse du gouvernement Ayrault à la fermeture de l'abattoir Gade, qui est justement le départ en raison de la délocalisation de l'aval de la filière agroalimentaire, se soit conclu par l'abandon de cette écotaxe qui avait justement vocation à relocaliser les activités. Alors, j'aimerais que vous précisiez votre pensée à la fois sur
je crois qu'elle n'était pas très aboutie et je crains que les conclusions de la commission d'enquête parlementaire ne soient pas à la hauteur de vos espoirs sur le fait que l'État puisse s'exonérer de sa responsabilité financière à l'égard d'Ecomove en cas d'abandon du projet pour cause d'intérêt général, c'est-à-dire pour des décisions politiques. Deuxièmement, François, il faut conclure. Alors, deuxièmement... Sinon, on ne va pas y arriver. Bon, alors ensuite, on pose la question posée par le premier intervenant. Les transporteurs français ont bénéficié de la réduction de la taxe à l'essieu. En anticipant l'écotaxe, ils ont aujourd'hui le beurre et l'argent du beurre. On peut aller plus loin, effectivement, sur la TIPP qu'ils versent chez nous, mais n'est-ce pas contre-productif? Bon, donc, alors je terminerai. J'en avais d'autres sur le point. Je termine quand même parce que en évoquant la situation là où Ecomove devait s'implanter, c'est-à-dire dans l'agglomération messine. Si je doute pas un instant qu'Ecomove soit indemnisé, qu'en sera-t-il de l'agglomération messine qui devait recevoir ses emplois en compensation des restructurations de la Défense et que vous avez en plus, site que vous avez sanctionné cette semaine encore en refusant le projet solaire qui devait s'implanter sur le même site. Donc c'est on la va double quand même peine rester dans notre périmètre. On va pas et Madame la Présidente, là. pour ne François, pas... Bon, j'aurai d'autres questions. Je m'arrêterai là pour laisser la parole aux collègues. Et voilà. d'ailleurs, on pourrait aussi s'interroger sur les 130 douaniers qui ont été embauchés aussi. Hein. Pas que sur... Transférés, mais il y a eu forcément des effectifs qui ont augmenté. Alors, je redonne la parole à Louis Nègre, et puis peut-être que je vais vous laisser répondre sur ce point-là, c'est parce que je crois qu'autrement, on ne va pas y arriver. Oui, il y en a beaucoup d'autres encore. Madame la Ministre, bonjour. Il y a un premier problème qui est apparu à travers votre déclaration un peu à l'emporte-pièce en disant on remet tout à plat. Ceux qui ont travaillé sur ce dossier depuis quelques années et qui ont pris, vous avez eu raison de rappeler qu'il faut remonter à 2007, ceux donc qui attendaient, comme dans d'autres pays, que cette écotaxe puisse être installée ont été un peu surpris de cette position-là. Mais au bénéfice d'inventaire et sous réserve de savoir qu'est-ce que vous allez mettre à la place. Alors j'ai bien compris que pour l'instant tout le monde cherche, vous aussi, et l'idée d'un péage s'inscrirait sur les routes qui ne sont pas aujourd'hui payantes. Bon, pourquoi pas. Sauf que j'attire votre attention sur quelque chose qui est apparu, c'est qu'une de vos propositions, c'est de dire on va faire payer les étrangers. Délicat, j'attire votre attention politique sur le fait qu'à un mois des européennes, nous et un ministre comme vous puisse dire « Ah, les étrangers vont payer et pas les Français ». Moi, j'ai peur que ça favorise finalement un peu côté, si vous me permettez le terme, démagogie et Front National. Attention, j'attire votre attention là-dessus. Si vous dites « Je pénalise les camions étrangers », où est l'Europe? Où est l'Europe? Alors on se bat depuis des années. Oui, il ne faut pas être trop long, voilà. Pareil, bon. Même voilà. Alors donc je vais aller surtout plus vite. Un peu hors sujet, voilà, je vais aller plus vite. Si maintenant vous souhaitez envoyer davantage de camions sur les autoroutes qui paieraient une surtaxe, j'attire votre attention dans le midi de la France et notamment dans les Alpes-Maritimes dont je suis originaire. Nous avons d'ores et déjà 600 000 poids lourds qui passent sur l'autoroute A8 et ça fait un véritable massacre de la région. Si en plus on injecte les autres, on a déjà des murs de camions, ça va devenir quoi? À ce moment-là, on aura d'autres problèmes. Donc, moi, je vous ai fait passer, je vous ai saisi aujourd'hui même d'une proposition de Philippe Mangeard, qui est un spécialiste des transports et qui utiliserait le décret du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport. Les transporteurs, les prestataires... Sauf qu'on est plus dans notre périmètre, cher Louis. Sont obligés, mais allez, nous avançons. On va avancer parce nous avançons pour essayer de trouver une solution d'intérêt général dans laquelle le pollueur soit le payeur. C'est pas notre commande dans la commission d'enquête. Donc moi je vais quand même donner la parole à Monsieur Roland Dantec, s'il veut bien. Oui, donc je vais essayer d'être court et de rester effectivement sur le sujet. Je m'engage. Moi j'entends des paroles de Madame la Ministre. Un début de continuité de l'action de l'État et ça me rassure plutôt. C'est-à-dire que je crois qu'on est très nombreux à penser ici que le terme écotaxe était le pire
terme possible, alors que c'est fondamentalement une redevance, et que le terme péage routier est plus près de ce qu'est déjà l'idée même de l'écotaxe telle que nous avons tenté, parce que c'était un nous assez consensuel en fait à un moment, de la mettre en place. Donc ma question c'est de dire, est-ce que finalement l'État n'est pas en train d'essayer quand même de trouver une certaine continuité entre ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années, en intégrant évidemment les blocages actuels réels et en restant sur une logique de péage routier qui est bien une logique globalement de taxe kilométrique et d'usage de la route au réel, en essayant de se rapprocher du réel. Et j'entends même, mais je vais peut-être trop vite en musique, peut-être l'idée d'aller encore plus vers le réel. C'est-à-dire qu'effectivement, une des difficultés qu'on a eues, mais ça a été très clair dans les auditions que moi j'ai pu faire en tant que rapporteur du budget des routes, c'est que cette idée de pied de facture qui finalement distord un peu le réel par rapport au fait de dire voilà, vous avez fait tant de kilomètres à tel endroit et ça vaut tant. C'est quand même les transporteurs, ou même presque pour mieux dire la FNTR, qui l'a négocié en échange de son soutien à la mise en place de l'écotaxe. Donc est-ce que vous essayez aujourd'hui d'essayer d'avoir un système encore plus proche du réel, et puis du coup le dispositif EcoMove, après une renégociation des retards, mais là-dessus je ne doute pas que s'il y a une continuité d'utilisation du dispositif, il y aura un accord à ce moment-là, c'est d'aller vers plus de réel, et avec du coup, quand même dans les questions, le fait de dire, est-ce que vous avez une idée de la manière dont les transporteurs pourraient l'accepter, puisque c'est eux qui ont imposé le pied de facture. C'est pas l'idée de départ. Et donc, est-ce que ça fait partie des pistes sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, ce qui commencerait à nous donner vraiment une vision d'une sortie de crise possible, et on aurait perdu globalement un an de fonctionnement, ou est-ce que vous allez plus loin dans la remise en cause du système? Allez, comme les questions se recoupent tout un peu, Monsieur Capo-Canella. Merci Vincent. Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez eu tout à l'heure un propos liminaire qui était roboratif, qui avait le mérite de la franchise, de la clarté. Peut-être pourrions-nous nous interroger sur un certain nombre de précisions que vous avez données. On sera quand même d'accord sur le point de départ. Vous nous dites aujourd'hui nous sommes dans une impasse. De ce point de vue-là, je crois que chacun sera d'accord. La question, c'est votre propos, où est-ce qu'il nous conduit pour sortir de l'impasse? J'ai retenu aussi la conclusion qui était que le dispositif peut difficilement être remis d'aplomb. Bon, donc vous nous avez livré une analyse brillante, critique, violente quand même, qui est de dire que finalement, de tout ça, rien n'est bon. C'est-à-dire que le système de l'écotaxe ne peut pas être retenu, qu'il faut passer à autre chose. Dont acte. J'avais compris au sein de la commission, sans trahir de secret, qu'il y avait une autre option qui était de renégocier avec EcoMove, au mieux des intérêts de l'État et au mieux de l'objectif écologique de départ, qui était favoriser le report modal, et que cette option-là, elle pouvait tenir la corde. Visiblement, vous l'écartez. Alors, vous l'écartez avec la charge que vous avez donnée tout à l'heure, qui était brillante, un peu violente quand même, mais est-ce que vraiment c'est l'option du gouvernement aujourd'hui? Est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce que la négociation, qui n'a pas commencé sous la forme de conciliation, là-dessus j'admire Madame la rapporteure qui, en vous écoutant, avait conclu à la conciliation. Vous avez commencé un peu haut dans la négociation, c'est normal, c'est la règle du jeu, mais je n'entendais pas forcément la notion de conciliation. Mais est-ce que vraiment on écarte toute idée de compromis avec EcoMove? Est-ce qu'on part de l'idée qu'on met l'écotaxe par terre? Est-ce que c'est ça ce qu'il faut retenir de votre propos? Et dans ce cas-là, comment l'État s'en sort-il? Parce que du point de vue financier, on peut remettre ça à plus tard. Mais visiblement, il y a quand même un risque financier fort qui se livre, qui se compte en centaines de millions d'euros pour l'État. Et puis deuxièmement, comment assurer l'objectif écologique, le financement de la FITS, qui est un sujet budgétaire pour cette année et qui pose un certain nombre de questions. Voilà ce que je voulais revoir un peu avec vous, parce que faire payer les autoroutes et puis éventuellement faire payer sur les autres routes, pourquoi pas, mais comment ça va marcher, quand, comment, et surtout comment vous sortez du système actuel. Vous le condamnez, mais c'est quand même un peu facile. Que veut rajouter Raymond Vall? Il n'est pas là, il est parti. Philippe Leroy? Philippe, tu veux rajouter quelque chose? Un mot simplement, je voudrais rappeler que cette écotaxe a été votée, je crois, sur tous les bancs politiques. C'est un vœu national. Et je suis un peu étonné que cela ait été voté assez récemment, il y a 2 ou 3 ans, par tous les bancs politiques. Et puis on voit l'adhésion à cette idée qui était acceptée unanimement, l'adhésion à cette idée se déliter.
simplement parce que les transporteurs ont rouspété, parce que les agriculteurs ont rouspété, parce que chacun a cherché à démonter le système, et on se rend compte que la continuité de l'État dans cette affaire, dans la fermeté nécessaire d'un État, n'est pas assurée. Ça a été voté par tout le monde, sans discussion. Il faut bien le rappeler. Et en 3 ans, les difficultés ont conduit à faire en sorte que plus personne ne soutient un système qui pourtant me semble indispensable. Deuxièmement, Madame la Ministre, la question que je pose est quand même claire. Voulez-vous concilier? Parce que votre annonce tout à l'heure, ça m'a un peu troublé, d'indiquer que la rémunération du capital apporté est de 17% et que la rémunération des frais de recouvrement est de 25%. J'aimerais une note précise sur cette affaire. Parce qu'en démarrant sur ces bases, le principe de la négociation que vous proposez va être beaucoup plus compliqué qu'une simple négociation technique et des adaptations mineures pour rassurer telle ou telle catégorie de socioprofessionnels ou tel territoire. Vous avez placé la mise très haut, comme disait le dernier interlocuteur. Et j'aimerais là qu'on soit sûr de ce qu'on dit. Parce que 25% de taux de rémunération sur le capital et 17%, ou je ne sais plus, enfin l'inverse, oui, peu importe. Les deux me semblent nécessairement, il faut en reparler. Ça a été dit et ça ne peut pas être caché, cette affaire-là, parce que ça ressortira. Donc j'aimerais qu'on ait des précisions vraiment précises sur cette affaire. Très bien. Roland Ries va terminer cette salve de questions. Merci beaucoup. L'essentiel a été dit, mais Madame la Ministre, j'ai été rapporteur de ce projet de loi et j'avoue que je n'imaginais pas un seul instant qu'on en viendrait à la situation d'impasse que l'on connaît aujourd'hui au moment où on a eu la discussion parlementaire. D'autant plus qu'il y avait un large consensus sur le principe. Ça a été un peu plus discuté quand même sur les modalités pratiques. Il faut quand même dire qu'on a eu le débat, mais je n'aurais pas imaginé qu'on arrive à ce résultat d'aujourd'hui. Et mon souci à moi, c'est qu'on puisse en sortir, et j'imagine que c'est le souci de tout le monde ici. Alors, j'ai 2 choses à dire. La première sur l'objet de notre... Madame la Présidente, je vais essayer de rester dans le sujet. Sur l'objet de notre travail, je suis maintenant convaincu que le système qui a été mis en place est un système perfectionniste qui coûte très cher et qui, in fine, me semble-t-il n'était pas nécessaire. Mais on en est là aujourd'hui, on a des contrats avec Ecomove, etc. Et je suis convaincu que se fixer comme objectif un taux de recouvrement de 99,5%, puis on aurait peut-être fait 95%, on aurait fait du déclaratif, on aurait fait, je ne sais pas, une vignette, que sais-je, ça aurait été sûrement très, très différent. Mais enfin, on en est là. Il reste, et c'est l'essentiel à mon avis, comment on en sort? Il n'y a que deux façons d'en sortir. 2 façons d'en sortir. La première, c'est de corriger le système. C'est d'amender le système. Alors, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, moi, travailler sur le tonnage? Ce qui était prévu dans la préfiguration alsacienne, c'était des camions de 12 tonnes et au-delà. Là, on est à 3,5 tonnes. Est-ce qu'il faut travailler là-dessus? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il faut travailler sur des circuits courts? Enfin, donc, amender le système et corriger, au fond, ces imperfections. Pourquoi? C'est une possibilité, peut-être. L'autre hypothèse, c'est on abandonne le système, avec évidemment les conséquences financières qui sont derrière, parce qu'il va falloir évidemment indemniser Ecomove, même si il peut y avoir peut-être une négociation, ça coûtera de l'argent. Et si on va dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'on met à la place si on veut vraiment que ce péage pour poids lourds, appelons-le ainsi, se mette en place, qui est, à mon avis, souhaitable? Est-ce qu'on fait un système déclaratif? Est-ce qu'on fait un système à la Suisse avec des vignettes ou autre chose?
Mais il n'y a que ces deux hypothèses-là, où on corrige le système tel qu'il est, en l'amendant, en le perfectionnant, ou on en sort et on en fait un autre, avec des conséquences. Et c'est les deux hypothèses. Alors j'aimerais savoir si aujourd'hui vous êtes au clair là-dessus. Merci Roland. Pardon, mais vous voyez, vraiment la Commission attendait beaucoup de votre audition. Madame la Ministre, donc je vous laisse le soin d'essayer de répondre à l'ensemble de nos collègues. Ah, donc, vous me gâtez avec toutes ces questions. Je ne sais pas si je vais répondre à tout. Donc, monsieur le sénateur Doligé, donc abandon ou remise à plat, c'est une question de vocabulaire. Parce que le vrai mot, c'est la suspension. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de suspension qui a été décidée d'ailleurs par le gouvernement, pas par moi. Donc moi, je gère cette situation-là. Donc il y a une suspension avec l'idée de remise à plat, parce que quand il y a une suspension, on regarde les solutions. La remise à plat, c'est pas une déclaration tonitruante, là, comme l'ont dit l'un d'entre vous. C'est j'hérite d'une solution où j'ai une suspension du dispositif. Je regarde, je remets à plat avec votre aide et avec l'aide de la commission de l'Assemblée nationale. Là, vous avez dit aussi 160 millions d'euros, oui, que c'était aussi un manque à gagner pour les collectivités. Vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a des portiques sur certaines routes départementales à la demande de certains conseils généraux qui devaient rapporter 160 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve une solution. Monsieur le sénateur Grosdidier, moi je ne veux pas polémiquer avec vous. Hein, c'est vrai que la loi a été votée à l'unanimité, mais vous savez, on a vu dans l'histoire d'excellents dispositifs théoriques et puis être confronté au processus d'application. On ne peut pas non plus ignorer ce qui s'est passé dans le pays et la réactivité par rapport à ce problème. Ce qui est important dans une fiscalité écologique, c'est qu'elle soit comprise par les citoyens, acceptée par eux et qu'elle serve à faire évoluer les comportements. Parce que c'est ça aussi le fond du problème. C'est que normalement, une fiscalité écologique, c'est pas seulement obtenir un rendement. Vous voyez qu'il y a eu un déséquilibre du dispositif. Il est surtout là pour rapporter de l'argent, pour faire les infrastructures, ce qui est tout à fait louable. Mais quand même, le deuxième pilier d'une fiscalité écologique, c'est de changer de comportement et d'avoir des comportements moins polluants. Or, le gars honnête qui a un transport ou qui produit, vous citiez les producteurs de Bretagne ou ceux qui gèrent les productions animales, ils demanderaient que ça, que de mettre leurs produits sur le fret. Mais il n'y a pas de transport alternatif. Il n'y a pas de transport. Donc, effectivement, c'est une taxe, c'est un impôt, puisqu'il n'y a pas de transport alternatif. Et même le dispositif qui consiste à répercuter sur le producteur fait que même quand il met sa cargaison sur le train, parce que ça, on m'a expliqué ça, le producteur de chou-fleur, même quand il met sa production sur le train, il va payer l'écotaxe dans le système actuel. Donc on est quand même dans un système qui est devenu totalement absurde au fur et à mesure de la réadaptation en fonction des rapports de force des uns et des autres. Donc si je voulais polémiquer ce que je n'ai pas fait, je dirais quand même qu'on hérite, pardon de cette expression, mais d'une drôle de patate chaude entre nous. Parce qu'elle a quand même été votée, non pas il y a 3 ans, mais il y a 6 ans, et c'est aujourd'hui qu'on doit quand même gérer la question. Moi, je ne polémiquerai pas, je dirais pas c'est la faute de ceux d'avant. Je pense qu'on a à résoudre un problème pour aujourd'hui et pour demain, et plus on sera astucieux collectivement pour trouver une solution, mieux ça sera pour l'intérêt général, parce qu'on pourra signer les volets mobilité des contrats de plan État-région et donc engager des travaux et donc créer des emplois et donner du travail à nos entreprises de travaux publics. Monsieur le sénateur Louis Nègre, donc oui, vous avez dit que j'avais fait des déclarations à la porte-pièce, on remet tout à plat. Non, c'était une façon de dire on va regarder comme intelligemment les choses puisque j'ai un système de suspension. Vous avez évoqué aussi le problème des camions étrangers. Alors, peut-être que mes propos ont été un peu ramassés, c'est les camions venus de l'étranger. Si bien évidemment, il y a des camions français qui passent la frontière, mais la majorité des camions venant de l'étranger sont étrangers. D'ailleurs, c'est le dispositif qu'a adopté le Royaume-Uni et qu'a adopté l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire l'Eurovignette, aux frontières, qui a un coût, du coup, de gestion et de prélèvement beaucoup moins important, je vais y revenir tout à l'heure, qu'un système de portique diffusé sur l'ensemble du territoire national, avec la réserve que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire dès lors qu'on a des autoroutes payantes, c'est compliqué mais peut-être que là, il y a quelque chose à rechercher, parce qu'il est quand même très étrange que les autoroutes
qui ont été privatisés dans le contexte que l'on connaît, j'y reviens pas, fassent quand même 2 milliards de bénéfices, et que ces 2 milliards de bénéfices qui sont quand même payés par les usagers ne reviennent pas pour payer les infrastructures dans le cadre des contrats de plan État-région. C'est une vraie question. Donc je pense qu'une partie de la solution peut peut-être se poser de ce point de vue-là. Pour ne rien vous cacher, on a commencé quand même à contacter les actionnaires de sociétés autoroutières, parce que si quand même on arrive à prélever une partie, mettons la moitié, on arrive au rendement de l'écotaxe, sans aucun frais de recouvrement et sans aucun financement d'une entreprise privée, sous réserve des problèmes des emplois à Metz, effectivement, qui ont été à juste titre évoqués. Mais ces entreprises qui sont actionnaires des sociétés autoroutières sont les entreprises de travaux publics. Ce sont les mêmes qui vont bénéficier des travaux que nous ferons sur nos territoires dans le cadre des contrats de plan État-région, qui sont actionnaires des autoroutes. Donc peut-être y a-t-il un espace de négociation dans le cadre d'une intelligence collective et d'un partenariat intelligent pour qu'une partie quand même de ces profits, au lieu de rémunérer les actionnaires de façon abstraite, soit réintégrée dans le dispositif de recettes dont on a besoin pour financer des chantiers, routes, autoroutes, tramways, etc., qui vont de toute façon constituer le chiffre d'affaires des mêmes entreprises qui sont actionnaires des autoroutes. Donc, pour ne rien vous cacher, ce sont des contacts que nous avons pris pour essayer de voir s'il n'y a quand même pas là une piste pour réorienter un certain nombre de financements autoroutiers vers ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire vers l'investissement des infrastructures routières, ferroviaires et de transport propre en ville. Donc, monsieur le sénateur Dantec, oui, le péage routier, oui, s'il y a des changements importants, l'idée même, le fondement même du texte est bon. D'ailleurs, il a été voté à l'unanimité. L'idée de dire, ben, voilà, il y a un droit d'usage sur les routes comme il y a un droit d'usage sur les autoroutes, c'est imparable. Et avec ce droit d'usage, c'est imparable, sous réserve du petit déséquilibre que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idéal aussi serait qu'il y ait des transports alternatifs à la route, plus écologiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais s'il y a des changements importants, il faudra naturellement renégocier la totalité du dispositif, ou alors trouver un dispositif un peu à géométrie variable, c'est-à-dire une part de prélèvement à l'amiable, parce que moi je pense que tout engagement sur quelque chose de législatif, de contraignant va être très long, et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse engager rapidement les travaux dont les régions, je suis bien placée pour le savoir, j'ai signé en tant que présidente de région le volet mobilité du contrat de plan État-région, donc je sais que les entreprises là attendent les chantiers, les travaux, qu'on en a besoin et qu'il faut commencer les chantiers. Ça, c'est ma principale priorité. C'est de trouver les moyens financiers pour commencer les chantiers d'infrastructure. Donc, si on peut dégager une partie des résultats des autoroutes en discutant avec elles de façon intelligente, la façon dont on peut prélever les choses, si on peut mettre une partie des camions qui sont aujourd'hui sur les routes, qui saturent les routes, comme sur la Nationale 10, que je connais bien, sous réserve de ce que vous dites, qui est très vrai, parce que j'ai regardé de près, il ne faut pas non plus resaturer des autoroutes saturées. Donc ça sera peut-être possible sur un certain nombre d'axes, notamment les axes de transit nord-sud. Si un certain nombre de portiques aux frontières, finalement, équivalent à une eurovignette, c'est-à-dire taxe prioritairement les camions étrangers, puisqu'il y a un certain nombre, une dizaine, je crois, de portiques aux frontières qui ciblent les camions venus de l'étranger, ça peut être aussi une recette complémentaire. Donc l'intuition que j'ai pour l'instant, c'est qu'avec une série comme ça de discussions qui complètent les choses, où l'on prend que l'aspect positif de chacune de ces mesures, on peut peut-être arriver à un paquet financier global qui, dès lors qu'il n'y aura plus le coût du recouvrement et la garantie de rémunération des capitaux propres, parce que on sera dans un système à ce moment-là contrôlé, géré, maîtrisé, pourra peut-être équivaloir à peu de choses près, tout dépend de la capacité de négociation, du rendement attendu de l'écotaxe. Alors, monsieur le sénateur, je n'arrive plus à relire, monsieur Canella, pardon, excusez-moi.
Bon, alors vous avez dit que j'avais émis une critique violente de l'écotaxe. Est-ce qu'on écarte toute idée de négociation? Non, je pense qu'on n'écarte pas toute idée de négociation, puisque même on a désigné des conciliateurs. Donc, au contraire, je pense que c'est en regardant les différentes propositions imaginables que l'on peut peut-être trouver une solution. Et j'ai pas condamné a priori. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une situation, l'écotaxe est suspendue. Et je vois la réactivité, on a vu tous ensemble la réactivité des citoyens du dispositif compliqué. Je pense que c'est très compliqué de faire un dispositif à géométrie variable. Dans certaines régions, pas dans d'autres, des régions mises sous pression si elles mettent l'écotaxe. Je ne sais pas si l'Alsace, par exemple, pourrait décider toute seule de mettre l'écotaxe que sur l'Alsace. Je ne suis pas sûr que les citoyens ou que les transporteurs... Mais vous voyez, je ne pense pas, a priori, se réserve de vérifier que si l'État se désengage en disant aux régions, débrouillez-vous, on régionalise l'écotaxe, que ce soit un grand cadeau fait aux régions, parce que d'abord, elles sont dans des... Parce que c'est une solution que j'entends. Moi, ça me paraît je ne me sens pas faire ça vis-à-vis des régions qui vont se trouver quand même dans des situations très différentes, des sensibilités très différentes, des structures... Des entreprises de transport très différentes, du chiffre d'affaires des chargeurs très différents. Donc ça me paraît quand même assez compliqué, mais bon, sous réserve d'examen complémentaire. Monsieur Leroy, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas il y a 2 ou 3 ans, mais il y a 6 ans. Et je vous confirme bien que dans le contrat, il y a 17% de rémunération des coûts des capitaux propres. Et en ce qui concerne la collecte, il y a en effet 25% du coût de la collecte, puisque le rendement prévu était 1,160 milliards d'euros, et le coût de la collecte, c'est au bas mot. Parce qu'après, on nous a dit qu'au MOUF laissait entendre que ça serait finalement plus cher. Donc, dans le contrat, c'est 270 millions d'euros. À mon avis, c'est un peu sous-estimé. Mais même avec ce quota indiqué de 270 millions d'euros, le coût de la collecte, c'est 25%. Qu'est-ce que ça veut dire 25%? C'est que le rendement de la taxe, 25% des travaux sont mangés. Il y a les travaux du rendement de la taxe, moins 25%. Alors que si vous avez, si vous aviez un système d'eurovignette ou un système de péage, comme sur une autre... Enfin, vous voyez, il y a... Ben oui, mais quand même. Si la taxe est plus élevée. Si la taxe était plus élevée, ça ferait moins. Oui, ça c'est sûr. Et c'est terminé, Madame la Ministre. Ça serait peut-être un peu plus difficile. Bon, Monsieur le sénateur Roland Ries, oui, en effet, il faut essayer d'amender le système. C'est le rôle de la commission de Jean-Paul Chandeguet à l'Assemblée nationale. Donc, j'attends aussi les conclusions de cette commission pour voir comment on pourrait effectivement remettre en place un dispositif. Alors, je ne sais pas si la phase d'observation en Bretagne, finalement, a donné en Alsace, puisque ça devait être expérimenté en Alsace sans recouvrement de la taxe, donc pour le tester. Est-ce qu'à partir de cette expérience, vous avez des propositions ou si il y a eu des observations qui pourraient nous permettre d'évaluer un certain nombre de choses? On ne l'a pas fait, finalement. Il n'y a pas eu d'expérimentation. On y a renoncé parce qu'il y a... Elle était dans le cadre de la préparée préparation... sur la base de 12 tonnes, effectivement. Des 12 camions tonnes, de 12 tonnes. C'était la principale différence. Des 3 tonnes et demi, des 12 tonnes, oui. Mais comme la période d'expérimentation était de moins de 6 mois, on a décidé à l'unanimité d'abandonner cette expérimentation. Mais la demande existe en Alsace parce qu'il y a un fort report de trafic depuis la mise en place de la Maut allemande de ce côté du Rhin. Donc on est demandeur. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Excusez-moi si je n'ai pas pu répondre à tous. Non, mais c'était très difficile de répondre absolument à tout le monde. On a compris quand même, Madame la Ministre, que vous êtes davantage sur l'écotaxe que sur le contrat. Nous avons compris ça. Oui, nous sommes plus sur le contrat. C'est notre mission. Et moi, j'ai quand même envie de vous poser une dernière question au nom de la Commission. C'est, encore une fois, moi, je vais rester sur le contrat parce que c'est notre champ d'investigation. Est-ce que de votre point de vue, puisqu'on a parlé responsabilité, est-ce que la responsabilité pour vous, elle est sur Ecomove ou elle est sur le cahier des charges?
Quand on regarde les problèmes qu'il y a, est-ce que c'est le cahier des charges, c'est-à-dire un PPP, un contrat avec des dispositions complexes, compliquées? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la personnalité, la société qui a répondu, qui a été choisie et qui est EcoMove? Madame la Présidente, ça m'est difficile de répondre à cela parce que je n'ai pas eu connaissance des offres. Je n'ai pas eu le temps de regarder ni de faire de la rétrospection sur les offres des entreprises ou de l'entreprise concurrente. Donc c'est peut-être en comparant les offres et la réalisation de ces entreprises dans d'autres pays que vous pourrez peut-être avoir la réponse à cette question. Merci Madame la Présidente. Jouer le jeu dans cette commission d'enquête.